Mais je pense que c'est peut-être le moment de commencer. Donc, déjà, on vous remercie tous de nous avoir rejoints. Vous êtes déjà pas mal nombreux et il y avait presque 100 inscrits. Donc, pour une première, merci beaucoup. Donc, pour cette première du web séminaire FIS, nous recevons Armelle Solélac, qui est directrice et fondatrice de la société Switch, qui est spécialisée en marketing, communication, spécialisée dans le tourisme et les sports outdoor. Vous êtes aussi l'autrice de plusieurs documents qui nous ont particulièrement interpellés et qui ont motivé l'invitation d'aujourd'hui. Donc, le premier qui est un document sur le tourisme post-crise Covid-19. Et puis là, un autre document tout récent, puisque vous l'avez mis en ligne il y a 2 jours, qui est plus spécifique au tourisme en montagne et en France, toujours post-crise Covid. Et puis, vous faites à la fois un état des lieux et une prospective pour l'année. Est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, je dis que votre dernière publication présente à la fois un état des lieux et une prospective pour 2035-2050. Donc, je recommande aux personnes d'aller le consulter si vous avez besoin de plus d'informations. On essaiera de le mettre dans les commentaires ou de vous l'envoyer par la suite si vous le voulez. Donc, on va commencer peut-être par une question très générale, Armelle. Alors, juste un petit instant. Oui. En fait, vous pouvez tous télécharger l'ensemble des documents que je mets en ligne sur slideshare.net/armelou. Et il y a 90 documents qui sont disponibles en téléchargement. Et je voulais juste dire que, en fait, ce dernier document qui a été publié hier matin, eh bien, en fait, je vous le dois, Laurane, parce que quand vous m'avez contacté pour faire cet grand entretien, au départ, je n'avais pas du tout envie de faire ce document. Je flemmardisais, on ne va pas se mentir. Et puis, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je prenne la parole pendant 1 heure et je ne sais pas quoi dire. Donc, en fait, j'ai mis mes idées au propre dans ce document. Donc, merci à vous, parce que sans, quelque part, si vous ne m'aviez pas un peu botté le derrière, eh bien, ce document n'aurait jamais vu le jour. Donc, merci beaucoup. Eh ben, merci de l'avoir fait parce qu'il est déjà, il est très complet. Et puis, il est encore plus spécifique pour les territoires de montagne. On est en Savoie, il y a beaucoup, j'imagine, de Savoie aux Savoyards et puis peut-être encore plus loin qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, je pense que ce document sera vraiment instructif pour tout le monde. En effet, il y a même François Pinault des Pyrénées dont il dit lui-même que c'est le plus beau massif du monde. Ses propos n'engagent que lui. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de présentation en plus ou est-ce qu'on démarre Bon, les 2 seules choses qu'on puisse ajouter, c'est le fait que j'ai eu la chance de faire un tour du monde des stations de montagne pendant 2 ans. Donc, j'en ai visité 280 dans 27 pays sur 5 continents et j'ai créé une base de données qui est unique au monde sur l'ensemble de ces stations. Et puis, la deuxième chose à dire, c'est qu'en octobre dernier, j'ai publié un livre sur le management et le marketing des stations de montagne et qu'il est disponible. Alors, il ne traite que du tourisme en montagne avant le Covid-19, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont encore vraies, même pendant et après cette crise sanitaire. Donc, on avait mis les liens vers votre ouvrage et aussi vers les précédents documents sur billet web, là où les gens sont inscrits. Voilà. Alors, on y va? On se lance ce grand entretien? Alors déjà, comment se porte le tourisme en général en France et plus particulièrement dans les Alpes? Alors, avant la crise, ça allait très bien d'une manière générale en France puisque les objectifs du ministère des Affaires étrangères qui sont en charge du tourisme pour la France visaient un objectif de 100 millions de visiteurs. Donc, c'était absolument considérable. On peut même se poser la question du surtourisme à ce niveau-là. Et puis, dans les Alpes,
plus particulièrement, eh bien, et j'ai envie de dire d'une manière générale pour les stations de montagne, jusqu'au week-end du 14 mars dernier, on était en train de faire l'une des plus belles saisons de la décennie, puisque on avait des taux de remplissage record. Alors, je crois que Savoie-Mont-Blanc Tourisme avait publié un document disant qu'on était sur des taux de remplissage à 79% pour les hébergements, ce qui est un très bon score. Et puis, au niveau des remontées mécaniques, on avait aussi une très, très belle fréquentation, malgré un début de saison compliqué, puisqu'on avait un faible enneigement naturel et puis aussi un phénomène très dur de montagne bashing de la part des médias qui ne faisaient pas vraiment une belle image à nos territoires. Donc malgré tout, bien, les Français sont venus cet hiver, les étrangers aussi d'ailleurs, mais on a eu une très très belle fréquentation, en tout cas jusqu'au 14 mars. Donc, est-ce que cette belle fréquentation permettra de compenser les effets du Covid, selon vous ? Alors, en fait, ça dépend des territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, selon les chiffres qu'on a collectés, donc Domaine skiable de France, donc, qui est l'institution, le syndicat qui représente quasiment l'ensemble des sociétés d'exploitation de remontées mécaniques et d'une manière générale des exploitants de domaines skiables, a publié récemment des chiffres indiquant que on était sur une baisse de fréquentation de moins 16% au niveau national, mais avec des disparités qui étaient très importantes, et notamment en termes de chiffre d'affaires, en fait, l'impact, il diffère en fonction de l'altitude de la station et de sa taille. Plus les stations sont petites et plus, en fait, leur fermeture est tôt dans la saison. Et par exemple, je parlais avec le maire de Lens-en-Vercors il y a 2 semaines qui nous disait, nous, on n'a perdu qu'une semaine d'exploitation. Donc, finalement, c'est pas une perte très importante. C'est de l'ordre de 1 à 2%. Alors que pour des destinations comme Val Thorens, pour qui il restait plus de 5 semaines d'exploitation, eh bien, ça représente autour de 25% de chiffre d'affaires en moins. Donc, c'est considérable parce que finalement, j'ai envie de dire, jusqu'au mois de mars inclus, les sociétés d'exploitation mécanique, tous les bénéfices qu'elles retirent, eh bien, en fait, servent à payer leurs charges, à payer leurs salariés, etc. Et puis, elles font réellement leurs bénéfices à partir de la mi-mars ou à partir du mois d'avril. Et donc, finalement, eh bien, toute leur capacité d'investissement pour l'été, pour l'hiver suivant, eh bien, va être complètement anéantie. Et on a déjà un certain nombre d'exploitants qui ont annoncé qu'ils ne pourraient pas maintenir ces investissements. C'est le cas notamment pour la Compagnie des Alpes qui a dit qu'un certain nombre de priorités devraient être revisitées. Pour ce qui est des hébergeurs, alors là, c'est une toute autre affaire. Donc, ce sont des pertes sèches qui sont très lourdes. Certains ont remboursé les séjours, d'autres ont proposé des avoirs, mais ça veut dire que certes, ils gardent la trésorerie, mais qu'à un moment, eh bien, leurs hébergements ne pourront pas être loués de façon profitable à d'autres clients l'année d'après ou dans les semaines ou les mois qui viennent. Et puis, pour les moniteurs de ski, les prestataires d'activité, les seuls chiffres que j'ai sont ceux du syndicat national des moniteurs, donc le SF, qui communique au niveau national sur une perte de moins 15% de chiffre d'affaires. Donc, on voit que c'est quand même pas anodin pour l'ensemble des acteurs socioprofessionnels du tourisme en montagne. D'accord. Donc, globalement, secteur par secteur, il y a des grosses différentiels. Est-ce que la moyenne montagne est-ce qu'on pourrait dire que globalement, la moyenne montagne s'en tirerait mieux que les stations de haute montagne? Alors, ça dépend où on place la moyenne montagne, c'est toujours pareil. Je ne dirais pas ça parce que pour tous les commerçants, c'est une perte sèche. Alors, certes, il y a les remontées mécaniques, c'est une chose, mais pour l'ensemble des commerçants, c'est compliqué quand vous avez… et c'est compliqué à un double titre. En fait, c'est compliqué immédiatement parce que vous avez des pertes de revenus, mais c'est aussi compliqué parce que dans la relation client, c'est difficile. Il faut imaginer que les stations, elles ont toutes fermé très abruptement du jour au lendemain, donc le week-end du 14 mars, où on a fait venir le samedi
les touristes, et puis ils ont eu le temps de s'installer, et le soir, il a fallu tous les évacuer. Donc imaginez le traumatisme pour des gens qui ont travaillé finalement toute l'année pour se payer leurs vacances à la montagne, et à qui on dit tout juste arrivé, non, il faut repartir. C'est franchement pas agréable, et même si on vous rembourse ou on vous propose des avoirs, l'expérience, elle est douloureuse. Donc, est-ce que ces clients-là vont accepter, vont comprendre d'abord les difficultés, vont accepter que finalement c'était très circonstancié, mais que désormais les stations de montagne et d'une manière générale les territoires de montagne se sont équipés, se sont adaptés et sont en capacité désormais de proposer un tourisme qui est, d'un point de vue sanitaire, en tout cas, qui est sécurisé. Et donc, il y a tout un travail de communication à faire qui n'est pas simple et qui n'est pas propre à la moyenne montagne ou une montagne en basse altitude ou en haute altitude. C'est l'ensemble des territoires de montagne qui sont concernés par ces répercussions d'image notamment. D'accord. Bon, je pense qu'on reviendra sur les questions de communication parce que c'est votre spécialité et puis vous aurez certainement des conseils peut-être à donner aux personnes qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'il y a des grands enseignements déjà de cette crise qu'on peut tirer? Alors pour moi, le premier enseignement, c'est quelque chose qui m'a à la fois pas surprise et en même temps qui m'a inquiétée au départ. En fait, c'est la capacité des acteurs à se fédérer extrêmement rapidement. On parle de 2-3 heures seulement pour évacuer les visiteurs. Et ça peut sembler étrange ce que je dis, mais il faut imaginer qu'en France, et c'est une spécificité française, on est sur un système éclaté d'acteurs, donc les gouvernances sont très peu efficaces, parfois même la plupart du temps elles n'existent pas en station de montagne. Et donc, du coup, c'est compliqué d'avoir une action coordonnée entre les hébergeurs, entre les prestataires d'activités, les restaurateurs, les offices de tourisme, les sociétés d'exploitation de remontées mécaniques, etc. Parfois même, dans certaines destinations, vous avez des conflits extrêmement forts. Et de là, tout d'un coup, il a fallu faire fi finalement des égos, fi des personnalités et dire ok, on est tous dans le même bateau, on a tous un projet qui est de mettre nos collaborateurs, nos vacanciers, nos familles en sécurité et on a quelques heures seulement pour le faire. Et le premier constat, c'est que tout le monde s'est serré les coudes, tout le monde s'est mis au travail et en bonne intelligence. Et ça, c'est quand même très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable. Et donc, dorénavant, quand on me dira mais non, c'est pas faire, c'est compliqué, madame, etc. Je pourrais toujours donner cet exemple qui montre bien que les acteurs sont capables de se fédérer. Et pourquoi c'est si important? Parce que pour s'en sortir de cette crise sanitaire, mais surtout de la crise économique qui arrive à toute vitesse, il va falloir aussi être fédéré, il va aussi falloir jouer collectif, plus que jamais encore. Donc, pour moi, c'est le premier enseignement et c'est aussi quelque part une bonne nouvelle parce que si on a été capable une fois, on sera capable une deuxième fois. Oui, ça donne de l'espoir effectivement pour fédérer les acteurs autour de, on l'espère, pas d'autres crises, mais en tout cas pour résoudre d'autres problèmes ou d'autres questions collectivement. Tout à fait. Alors, on n'est pas obligé d'être en crise pour avoir des exactement, mais à relever. Et en tout état de cause, moi, j'ai plutôt envie de transmettre un message d'espoir et d'être très positive aujourd'hui parce que je pense qu'on a eu vastement le temps de pleurer ces dernières semaines. Maintenant, c'est le temps de se relever les manches, de se mettre au travail et de le faire dans la joie et la bonne humeur. Je vous disais, premier enseignement, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors après, je crois qu'un autre enseignement, c'est de se rendre compte que d'un point de vue général, donc c'est pas propre au territoire de montagne, ça j'ai envie de dire que c'est propre à notre nation, à notre pays tout entier, c'est le fait qu'on ne peut plus avoir des attitudes qui soient méprisantes ou condescendantes sur ce qui se passe dans le reste du monde. Et je crois que beaucoup de gens se sont fait surprendre, n'ont pas vu cette crise sanitaire arriver en pensant que c'était un truc qui allait rester en Asie et puis que ça n'arriverait pas jusqu'à nous. Et on voit qu'on ne peut plus être dans cette attitude comme ça, un peu au-dessus de tout, au-dessus des autres, à penser qu'on n'est pas concerné.
Au contraire, le monde est un petit village et pour avoir fait 2 fois le tour du monde, je peux vraiment vous le dire, un impact, enfin l'effet papillon finalement, il est existant et en matière de sécurité et de santé, eh bien on ne peut pas se permettre d'imaginer qu'on est au-dessus des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le secteur du tourisme, quelque part, est l'un des premiers à être impacté dès qu'il se passe quelque chose d'un peu compliqué. Alors, il y a quelques années, ça avait fait rire beaucoup de gens parce qu'on avait eu un volcan en Islande qui avait décidé de se manifester. N'essayez même pas de me faire prononcer le nom de ce volcan parce que je ne m'y risquerai pas. Mais ça avait quand même beaucoup bousculé, notamment les compagnies aériennes et le trafic aérien d'une manière générale. Et on avait pu avoir un petit aperçu de ce fameux effet papillon sur l'échelle du monde. Je pense que on avait eu cet aperçu, puis on n'avait pas forcément fait de projection sur qu'est-ce qui pourrait se passer si quelque chose d'absolument invisible à l'œil nu pouvait se produire, c'est-à-dire la propagation d'un virus. À l'exception de quelques acteurs spécialisés en prospective et notamment le rapport de la CIA de 2009 remis à Barack Obama avait évoqué ce sujet-là, mais assez mollement, on ne va pas se mentir, eh bien, on se rend compte que finalement, nous n'étions pas préparés pour affronter ce type de crise. Et en tant que professionnel du tourisme, eh bien, on doit être en capacité de faire face à ce genre de choses, à la fois sur les aspects financiers, budgétaires, économiques, mais aussi d'un point de vue sanitaire. Et je vois d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont très intéressantes pour garantir cette sécurité sanitaire, mais aussi pour rassurer les visiteurs. Alors, on voit à Singapour, par exemple, un nouveau label poindre le bout de son nez. On voit aussi le groupe Accor qui développe des choses. On voit des sociétés comme CleanSpot, par exemple, qui se développent à toute vitesse pour permettre aux hôteliers, notamment, d'éliminer 99% des bactéries dans une chambre ou dans un espace contraint. Voilà, on voit des initiatives qui arrivent très vite, mais je trouve ça assez dommage, quelque part, que par manque de considération, eh bien, on soit passé à côté. Donc là, vous avez commencé à empiéter sur la question suivante. Non, mais c'est très bien, ça fait la transition. Vous faites les transitions toutes seules. Donc, quelles sont les perspectives à moyen terme pour l'économie touristique des régions? Parce que là, vous avez dit qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, je sais bien qu'on n'est pas devin, on ne sait pas si cet été on pourra partir. Où est-ce qu'on pourra aller? Est-ce que ce sera des vacances de proximité ou est-ce qu'on pourra aller un petit peu plus loin? Donc, quelles sont les perspectives et qu'est-ce qui peut se mettre en place? Bon, alors je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement, mais je pense que faire la prévision qu'on pourra voyager en France est un minimum. Je doute qu'on puisse voyager ailleurs en Europe. Donc, si vous aviez fait une réservation ailleurs dans le monde, peut-être qu'il va falloir reconsidérer la chose. Ce qui est une bonne nouvelle pour le territoire national, de savoir qu'on va avoir au moins nos touristes domestiques. La deuxième question pour moi, c'est comment le déconfinement va être progressif. C'est ce qu'on a compris avec la carte qui a été publiée et qui va être mise à jour ce soir, si j'ai bien compris. Je pense qu'on en saura un petit peu plus dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain, c'est qu'on aura une clientèle franco-française qui potentiellement peut être limitée à un périmètre de 100 km autour de son domicile. Pour nous qui sommes dans les Alpes, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une clientèle en Auvergne-Rhône-Alpes qui est très dynamique, qui a plutôt un bon pouvoir d'achat, qui aime sa région et qui est assez avide de la découvrir encore plus sous ses différents aspects, que ce soit au niveau culturel, patrimonial, sportif ou sur des activités plus contemplatives. D'ailleurs, je me permets de vous renvoyer pour les socioprofessionnels qui seraient avec nous ou les acteurs touristiques institutionnels. La région Auvergne-Rhône-Alpes a publié, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, une étude sur la clientèle touristique régionale. Donc, c'est dans le centre, vous pouvez trouver le document dans le centre de ressources du CRT Aura. Ce document est très riche. Il
il est vraiment très intéressant et en plus de ça, il est hyper bien présenté sur la forme, donc ça rend sa lecture vraiment agréable. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les visiteurs de la région Aura, vous pouvez trouver ces éléments-là. Donc pour moi, voilà, si je devais résumer, je pense qu'on aura une clientèle nationale, très certainement principalement régionale, pour du court séjour, hein, voire sur du staycation, ce qu'on appelle du staycation, c'est-à-dire des gens qui sont à domicile, qui restent hébergés chez eux et puis qui partent à la journée faire une excursion ou pratiquer une activité sportive, par exemple, ou se balader. Bien entendu, il y a un certain nombre j'ai envie de dire, de dispositions qui vont être prises. Alors, il y a des réflexions, notamment sur comment prendre des remontées mécaniques en respectant une certaine distanciation physique, comment manger dans les restaurants ou fréquenter les bars avec toujours de la restriction physique, comment aussi, finalement, les restaurateurs peuvent proposer une autre offre à emporter, notamment, ou en livraison. Voilà, il y a tout un tas de propositions sur lesquelles les professionnels réfléchissent. Et sur les questions de transport, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est le transport routier qui va être le grand gagnant, puisque c'est celui qui permet actuellement de maintenir les meilleures conditions en matière de distanciation physique. Donc, bon, c'est pas forcément bon pour notre qualité de l'air, mais pour le tourisme, c'est en tout cas comme ça que ça risque de se passer. Je ne sais pas en termes de transport par rail ce qui va être proposé dans les semaines qui viennent. Alors, vous avez parlé de staycation, et dans votre rapport, vous parlez d'un passage d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là et puis définir un petit peu le vocabulaire que vous avez employé Oui, tout à fait. Alors, la première chose, je voudrais qu'on distingue la notion de tourisme de masse et de tourisme populaire. C'est pas du tout la même chose et il faut pas faire la confusion parce que il y en a un qui est vraiment destructeur, notamment pour l'environnement, mais qui est aussi très pénible pour les populations locales, alors qu'on en a un autre qui peut être pratiqué de façon respectueuse et non invasive, on va dire, sans pour autant être élitiste. Donc, c'est important de faire cette distinction parce que depuis quelques semaines, j'ai des gens qui me disent « Oh là là, mais c'est scandaleux, votre proposition, etc. » Alors, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que dans les notes de tendance que je publie, je n'ai pas une approche militante. Je ne pousse pas mes idées. Je ne fais que des constats et je les présente assez froidement finalement. Mais ce n'est pas mes opinions. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir. Donc, pour expliquer concrètement, eh bien, en fait, on va voir de plus en plus un tourisme pratiqué sur des gros volumes de manière virtuelle. Donc, ça va être par exemple dans son salon, ça peut être dans des lieux comme des médiathèques ou dans des musées où vous avez la possibilité d'avoir en fait de nombreuses personnes en même temps qui vont faire la même visite, mais chacun depuis chez soi. Donc, on a un certain nombre de musées qui proposent ça. Donc, vous avez une personne qui a une interface type tablette qui se balade dans le musée, qui est guide notamment, et qui va permettre à des gens qui sont à plein d'endroits dans le monde de fréquenter ce musée, d'avoir cette visite sans avoir à se déplacer physiquement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on voit aussi des applications, par exemple, je pense à Saint-Gervais, qui, je trouvais, a proposé quelque chose qui est vraiment rigolo, qui vous permet de faire l'ascension du Mont Blanc de façon virtuelle directement sur leur site web. Donc ça, c'est super intéressant parce que, par exemple, pour des gens comme moi qui ne se sentent pas physiquement de faire l'ascension du Mont Blanc, eh bien, grâce à ça, j'ai pu la faire, j'ai envie de dire, de manière virtuelle. Et ça m'a donné envie voilà, de me balader en montagne, mais pas nécessairement de faire l'ascension du Mont Blanc. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui ont pas mal de succès. Et qui permettent à tout à chacun de pratiquer une forme de tourisme virtuel, de s'évader quelques heures, de se faire du bien sans nécessairement physiquement se déplacer. Et puis, le tourisme d'espace, eh bien, pour le coup, c'est un tourisme physique où on se déplace dans l'espace
où les clients sont plutôt à la recherche d'espaces peu vierges ou peu fréquentés. Ils sont à la recherche d'une expérience humaine très forte avec les populations locales, d'une qualité de service aussi qui est extrêmement importante. C'est une clientèle qui, on voit bien, hein, les clients deviennent de plus en plus exigeants et qui du coup voilà, sont prêts aussi à payer un peu plus cher pour pouvoir avoir accès à ce tourisme. Ça ne veut pas dire que c'est un tourisme nécessairement élitiste, parce que vous avez des gens qui sont prêts à économiser pendant un certain temps pour pouvoir se payer une expérience d'exception. Mais ce n'est pas nécessairement réservé à une élite qui serait financière ou intellectuelle. D'accord. Donc finalement, on a peut-être un peu tous pratiqué ce tourisme de masse pendant le confinement en allant visiter virtuellement des musées. Je vous le souhaite. En tout cas, moi, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y avait absolument personne dans cette ascension, alors qu'en général, il y a à peu près 300 personnes qui font l'ascension du Mont Blanc par jour en été. Donc, autant vous dire que c'est une expérience tout à fait délicieuse. Alors, mais là, j'ai peut-être une question qui est un peu personnelle, mais les gens se la posent peut-être aussi. La vocation de ces sites, c'est plutôt de donner envie d'aller pratiquer ou de venir au musée. Sinon, comment les acteurs se rémunèrent de ces visites qui sont souvent gratuites? Alors, non. Quel est le modèle économique derrière? Il y a souvent des modèles qu'on appelle dits freemium, c'est-à-dire que vous avez une visite de base qui va être gratuite et puis ensuite, vous pouvez avoir des visites plus longues avec une approche personnalisée de la visite qui, elles, vont être payantes. Alors, j'ai perdu le nom de ce musée aux Pays-Bas, mais je pourrais vous le retrouver, qui en fait, notamment, donc c'est un musée qui est consacré aux sciences, c'est un peu l'équivalent, j'ai envie de dire, de la Cité de la Science à Paris, qui va proposer des offres qui sont thématiques. Donc, vous allez avoir la visite générale qui va durer 15 minutes qui sera offerte, mais ensuite, vous allez avoir, par exemple, une offre spécifique sur tous les phénomènes électriques ou sur des éléments en lien avec la couleur bleue, par exemple. Donc, toute la science autour de la couleur bleue est présentée. Donc, ces visites thématiques, elles vont être payantes. Donc, là encore, il y a une manière de le monnayer. Bien entendu, il y a des choses qui sont intéressantes pour faire venir des gens, pour donner envie aux gens. Et puis, il y en a d'autres approches qui permettent aussi à ces acteurs professionnels d'en vivre. L'ascension du Mont Blanc, je pense que c'est très certainement une manière de vendre le territoire, mais c'est aussi une manière de permettre à des gens d'accéder à une ascension qu'ils ne pourraient jamais faire. Typiquement, par exemple, moi, physiquement, je ne me sens absolument pas capable de faire cette ascension. Je n'ai pas envie de me lancer et pourtant, jusque-là, j'avais la frustration de ne pas voir ce que c'était que l'ascension du Mont Blanc. Et bien, grâce à ça, je l'ai vu. Je ne peux pas dire que je l'ai fait, mais je l'ai vu. Et pour autant, ça ne me donne pas envie de faire cette ascension. Mais par contre, j'ai profité de l'expérience. D'accord. Il y avait aussi, vous avez parlé de Stake Action, vous avez aussi, vous parlez, alors pas dans vos propos là, mais dans vos documents, vous parlez de vacances de proximité, d'aventures finalement à la maison, et c'est peut-être ce qui va se développer juste après le déconfinement. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette forme de tourisme Tout à fait, local? oui. Alors, c'est ce que j'appelle le tourisme un peu partout et tout le temps, anytime, anywhere. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette tendance, comme d'une manière générale, l'ensemble des tendances que je présente dans mes documents, c'est pas lié au Covid. C'est-à-dire que c'est pas cette crise sanitaire qui les a provoquées. Ce sont des tendances qui sont inscrites dans notre société, qui étaient en signaux faibles à peu près en 2009-2010 et qui petit à petit se développent et qui maintenant vont devenir vraiment très importantes. Et je crois que la crise sanitaire, en fait, elle a juste un effet catalyseur sur ces tendances, et notamment celle que vous évoquez, donc ce fameux tourisme partout et tout le temps, qui se distingue en deux catégories. Donc, moi, je distingue ce qui relève du bleisure ou du worldly-day. Donc, c'est des contractions pas très élégantes pour parler de business et loisirs, donc bleisure, et pour parler de travail et de vacances, le worldly-day. C'est l'idée que quand on part en vacances quelques jours ou sur des plus longues durées, eh bien, on emmène ses outils de travail et on va passer un petit peu de temps à travailler. Donc, par exemple, on voit à la Clusaz, près d'ici, des gens qui vont aller skier le matin
et puis qui vont aller faire 2-3 heures de travail dans un espace de coworking qui s'appelle le PEL. Mais vous allez avoir aussi, en matière de bleisure, par exemple, des déplacements. Ça peut être, par exemple, sur le territoire d'Annecy, où je vis. Vous allez faire un congrès à l'Imperial Palace. Et puis, donc le matin, vous travaillez dans le cadre du congrès. Et puis, vous allez avoir 2-3 heures à la fin du congrès pour pouvoir profiter des plaisirs du bassin annécien. Eh bien, ça, c'est vraiment le cas classique de bleisure. Et puis, à côté de ça, il y a un phénomène sur une approche personnelle, donc sans nécessairement qu'il y ait de travail, ce qu'on appelle les micro-aventures, donc et les staycations qui se développent de plus en plus, où vous pouvez en fait aller vivre une aventure assez forte, mais dans un périmètre tout proche de chez vous, à moins de 100 km. Donc, vous pouvez décider soit de partir à la journée, soit de partir pour 2-3 jours. Par exemple, dans les Bauges, vous pouvez aller pratiquer, vous pouvez aller faire votre premier bivouac. Donc on a comme ça des prestataires qui proposent un bivouac pour une nuit, pour 2 nuits. Vous pouvez aller même visiter des grottes souterraines et dormir dans ces grottes une nuit sur ce territoire-là. Et ça, c'est mine de rien, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, voire même à l'autre bout de la France, pour vivre des aventures qui sont très fortes en émotion, très fortes en apprentissage et qui permettent aux gens de s'enrichir personnellement, intellectuellement, culturellement, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que les gens se réapproprient le territoire sur lequel ils vivent toute l'année. Oui, puis quand on vit dans une région comme les Alpes, on a des perspectives qui sont peut-être plus avantageuses que dans d'autres régions aussi. Oui, ou dans les Pyrénées, puisqu'on a aussi des Pyrénéens avec nous. Oui, quand on vit, de toute façon, d'une manière générale, quand on vit en montagne, on vit dans une carte postale toute l'année. Après, vous savez, on a aussi tendance à imaginer qu'on pourra le faire un peu n'importe quand, et puis finalement, on ne le fait jamais. Et c'est un peu ce qui est en train de changer dans nos sociétés, c'est que les gens ont une approche de plus en plus hédoniste, de plus en plus aussi en conscience qu'il y a des richesses tout près de chez eux et des expériences formidables à vivre tout près de chez eux, et que c'est pas la peine d'aller loin pour pouvoir vivre pleinement, maintenant et tout de suite, cette forme de tourisme original. D'accord. Bon, ça, on a dressé un petit peu le cadre. Maintenant, on va peut-être revenir à ce que vous avez abordé et puis à ce qui est peut-être votre cœur de métier, le marketing et la communication. Est-ce que vous auriez quelques, on ne va pas dire des recettes, mais quelques conseils à donner aux acteurs qui nous écoutent pour cette reprise d'activité en termes de communication? Comment est-ce qu'on communique avec les clients, les futurs clients et puis ceux à qui on a annoncé que leur séjour avait été annulé? Comment on maintient le contact avec la clientèle? Alors, la première question, en fait, que j'ai eue par un certain nombre d'acteurs socio-professionnels, c'était de savoir, mais en fait, est-ce qu'il faut communiquer ou pas? Parce que beaucoup m'ont dit, oh là là, on n'a pas de place dans les médias, ou en tout cas, on se sent pas de communiquer, c'est pas le moment, les gens n'ont pas envie d'entendre parler de nous. Et là, je dis, grosse erreur. En réalité, il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites sur le sujet. Il y en a une toute récente là, qui a été conduite par Data to Decisions, qui montre que les marques qui réduisent leur budget en période de récession ressortent quasi systématiquement très affaiblies des crises, alors que celles qui ont communiqué ressortent dans une période de temps de 5 ans à minima au même niveau que là où elles étaient avant la situation de crise, et la plupart du temps en fait à un niveau supérieur. Donc une marque territoriale qui est forte, en fait c'est un atout qui est vital et qu'il faut absolument travailler en continu et sur le long terme. C'est pas parce que c'est la crise qu'il faut s'arrêter. Par contre, la manière de communiquer doit changer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que communiquer, c'est finalement moins risqué que de ne pas communiquer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, auprès de qui est-ce qu'il faut communiquer, auprès de qui il faut garder le contact? Eh bien, les acteurs professionnels et les parties prenantes de son territoire, ses ambassadeurs, et notamment Savoie Mont Blanc Tourisme a des ambassadeurs qui sont hyper actifs.
moi, je trouvais qu'en tout cas, jusqu'à la crise, ils étaient très actifs. Et puis là, ces derniers temps, on ne les a pas trop entendus. Donc, il faut les réactiver. Si nos amis pyrénéens ont des acteurs actifs, eh bien, vraiment, appuyez-vous sur eux. Ce sont vos premiers piliers. Le Massif central est là aussi. Oui, très bien. Alors, dans le Massif central, activez vos ambassadeurs. Si, bien entendu, votre clientèle existante, mais aussi vos prospects, parce que là, il y a tout un tas de clients qui n'avaient pas nécessairement l'habitude d'aller en montagne. Il faut savoir que 24% des personnes qui partent en vacances l'été, par exemple, partent en montagne. On a une augmentation de 5 points depuis 2018, entre 2019 et 2018, mais il reste encore 75% des gens qui partent en vacances à convaincre. Donc, tout cela sont des prospects et il nous faut commencer à leur parler. Et puis, bien entendu, il faut aussi parler aux médias parce qu'ils ne s'arrêtent pas de vivre et ce n'est pas parce que c'est la crise aussi pour eux que pour autant, il faut arrêter de leur parler. Et puis, il faut savoir par rapport à un client que, en fait, 75% des gens qui abandonnent la fréquentation d'une destination ne le font pas parce qu'ils sont insatisfaits, mais parce qu'en fait, la destination ne leur a plus parlé du tout. Donc, voilà, si vous êtes hôtelier ou dirigeant d'office de tourisme, eh bien, continuez à parler à vos clients. Il y a 2 enjeux là-dessus. Le premier, c'est de les rassurer sur le fait que tout est mis en œuvre pour les accueillir, que le territoire, il est apte à faire face éventuellement à une rechute de crise sanitaire et que d'une manière générale, le territoire est apte à faire face à cette situation qui est nouvelle. Il faut aussi les rassurer, tous ces gens-là, sur le fait que leur lieu de vacances, eh bien, c'est le bon endroit, que la destination est capable de répondre à leurs besoins, à leurs attentes et dites-leur aussi qu'ils sont désirés, qu'ils sont attendus parce qu'ils ont besoin de l'entendre. C'est comme une femme, il faut lui dire qu'on l'aime parce que sinon elle se lasse. Donc le tourisme et la communication dans le tourisme, c'est exactement la même chose, c'est une affaire de séduction. Donc, je crois qu'il y a 3 thématiques qu'il faut traiter. C'est quels sont les atouts de votre territoire ou de votre destination, quel est son caractère unique, sa singularité, quelles sont les activités qui sont disponibles et comment est-ce qu'elles pourront être pratiquées, éventuellement les modalités spéciales. Il faut être rassurant sans être anxiogène. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'en rajouter une couche. Je pense que le niveau d'anxiété est suffisamment élevé comme ça. Pour les activités, n'hésitez pas à parler des activités contemplatives, de pur repos, parce qu'on va tous sortir de cette crise exsangue, peut-être pas physiquement, mais en tout cas moralement et intellectuellement. Donc, poussez aussi le fait que vos territoires, vos destinations sont des lieux où les gens vont pouvoir se reposer. Et puis, le dernier point, eh bien sûr, c'est de parler des dispositions réglementaires qui sont mises en place, de tous les efforts supplémentaires qui pourraient éventuellement être réalisés par les professionnels du tourisme sur leur territoire pour garantir la sécurité sanitaire. Donc, il ne s'agit pas de faire ici un catalogue comme on a pu voir jusqu'à présent, les territoires de montagne avaient un peu tendance à dire vous pouvez faire ça. Non, là, ce n'est pas le sujet. Il s'agit surtout de faire une sorte de catalogue de sens, pas un catalogue d'activités, mais un catalogue de sens qu'il faut injecter ici. Il faut montrer une forme de sobriété, de modération, de simplicité, d'authenticité, bien sûr, et d'originalité. Et je crois que ça, c'est la signature même des territoires de montagne. Bon. Eh bien, c'est une belle conclusion, signature des territoires de montagne. On va peut-être arrêter là si vous êtes d'accord et prendre les questions du public. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Est-ce que Déborah ou Christina veut bien lire ces questions, les transmettre? Et puis, pour les participants, allez-y. Alors, je m'excuse pour tous ceux qui ne peuvent pas écrire. On a un petit problème avec la conversation. Pour ceux qui peuvent écrire, n'hésitez pas à poser vos questions à Armelle. On lui transmet. Okay. Donc, il y avait une première question d'Odile Gruet. Pensez-vous que les agences outdoor pourront proposer leurs activités? Les agences outdoor? Oui. C'est ça?
Oui. Oui, je pense qu'un certain nombre de prestataires d'activités pourront proposer leurs activités. Par contre, en respectant certaines modalités, donc bien entendu tout ce qui est en extérieur, je pense que ce sera relativement aisé à pratiquer, avec une distance physique de 1,50 m, 2 mètres. Donc je pense que les gens qui proposent des randos en VTT par exemple, ou en VTT AE, toutes les activités de type kayak fonctionneront. Rafting, je suis un petit peu plus sceptique, on va dire, parce qu'il y a quand même une proximité avec les personnes qui sont en face de soi, qui rament en face de soi. Mais l'escalade, je pense que voilà, c'est possible de le faire aussi. Moyennant certaines précautions, certaines distances physiques, je pense qu'il y a quand même une grande majorité des activités qui peuvent être faites en montagne. Le yoga, c'est pareil, chacun sur son tapis avec 1 mètre, 1,50 m d'écart en extérieur, c'est possible, quoi. On voit lors du Yoga Festival de Chamonix que les pratiques peuvent être faites de façon super agréable et tout à fait originale pour le coup en extérieur pour des activités de bien-être de ce type. Là où je me pose plus de questions, c'est par exemple dans les piscines ou dans les thermes qui seraient intérieurs. Là, je ne sais pas encore ce qu'il en sera et je pense que les différents acteurs pourront répondre au fur et à mesure et proposer des solutions au fur et à mesure. D'accord, ben merci. Donc, j'espère que certains acteurs seront, en tout cas ceux de l'outdoor, seront rassurés. Une autre question? Oui, alors déjà, il y avait une question plutôt technique par rapport au slide donc, de votre travail. En fait, comment on peut... parce qu'on avait mis les liens donc, sur notre billetterie, mais on n'a plus l'accès avec ces slides. Donc, comment on peut avoir l'accès, on peut les relire? Sur slideshare.net/Armelou. Et ça doit être le dernier document présenté. D'accord. On va peut-être le remettre dans la conversation aussi. On a pas mal de questions. Oui, les questions arrivent là. Ouais, elles arrivent toutes ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui demande si on a déjà des indicateurs pour l'hiver prochain, parce que là, on parle de l'été, mais pour l'hiver prochain. Non, je ne crois pas du tout qu'on ait quoi que ce soit. En plus, il y a d'autres... c'est vrai que pour l'instant, les gens sont surtout concentrés sur ce qui va se passer dans les 8 prochaines semaines. Pour moi qui travaille beaucoup en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus avancés sur leurs travaux, en tout cas sur leur publication de travaux sur le sujet, et notamment sur l'organisation des files d'attente dans les remontées mécaniques. Ça, c'est un gros sujet pour eux. Et c'est assez intéressant d'ailleurs les propositions qu'ils font. Mais sinon, il n'y a pas... Enfin, moi en tout cas, en France, je n'ai pas entendu d'éléments sur ce sujet-là. Je crois que Claudie Blanc, qui est avec nous, en tout cas j'ai cru comprendre qu'elle était avec nous. Claudie, si jamais tu es là, je veux bien que tu prennes la parole. Il me semble que tu as publié, ou vous allez publier une étude menée en 4 vagues sur le tourisme en Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que cette étude, elle porte aussi sur l'hiver ou que sur l'été? Bonjour à tous et merci Armelle pour cette intervention. C'est toujours très pertinent, très opportun, passionnant, donc merci. Oui, alors il s'agit effectivement d'une enquête auprès des clientèles françaises, qui est une enquête, un baromètre en 4 vagues entre avril et juin. Donc on a le résultat de la première vague qu'on a publiée et qu'on est en train de diffuser cette semaine, effectivement, et ça va nous permettre un petit peu de voir, en fait, sur ces quelques semaines qui précèdent l'été, quelles sont les préoccupations des clientèles françaises qui vont partir, ou pourraient partir en tout cas en vacances, celles qui vont renoncer aussi, quelles sont leurs attentes, comment se place la montagne dans ce contexte-là. Donc c'est ce qu'on regarde de près en fait. Donc pas encore d'informations sur l'hiver. Du coup. J'ai pas entendu Armelle en fait. Spécifique à l'hiver.
Alors non, l'hiver, on refera un autre baromètre. Donc pour l'instant, on est simplement sur l'été. Oui, parce que c'est un petit peu loin. Et je pense qu'on refera la même chose, mais plutôt au début de l'automne. Oui, pour ma part, je pense que effectivement, ce serait prématuré de faire sur l'hiver maintenant parce que c'est clairement pas dans l'esprit des gens, c'est pas leur sujet du moment. En ce moment, c'est comment je vais faire garder mes enfants lundi prochain si grosso modo les crèches sont pas ouvertes, où est-ce que je vais partir cet été. Mais le sujet des vacances de l'hiver prochain, c'est très certainement pas dans l'esprit du public actuellement. Il y a peut-être aussi trop d'incertitudes par rapport à la crise et à la sortie de crise. À la double crise, c'est-à-dire qu'il y a les aspects sanitaires, mais il y a aussi les aspects économiques, en effet. Cela dit, sur les aspects économiques, bon, les études sont quand même pas inintéressantes sur le sujet parce que les chiffres que j'ai, c'est que 78% des Français pensent consommer plus ou comme avant le confinement, tout simplement parce que pendant le confinement, ils n'ont pas été faire leur shopping habituel. Donc, ils reportent un certain nombre d'achats. Et puis, il y avait aussi un sujet donc sur la consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont consommer. À 36%, ils privilégieront les loisirs et les sorties, à 32% les vacances, à 27% l'habillement. Donc on voit que c'est des chiffres qui sont quand même plutôt rassurants, en tout cas sur l'industrie des loisirs et du tourisme. Bon, mais c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur. On a une question qui nous dit « Toutes les destinations vont reprendre la parole dès la fin du confinement. Et est-ce que c'est l'originalité, la créativité qui vont être les plus efficaces pour communiquer ?» Oh bah oui, bien sûr. Plus vous serez originaux, plus la communication sera mémorable et plus elle fonctionnera. Attention, cela dit, parce que souvent quand on pense originalité, on pense humour ou on pense décalé. La réalité, c'est que les clients ne sont pas forcément prêts à avoir beaucoup d'humour en ce moment, c'est pas le moment. Ils ont envie qu'on les divertisse, mais ils n'ont pas forcément envie qu'on les fasse rire beaucoup. Donc, être en léger décalage, oui. Être dans le wow ou dans la beauté, oui. Mais être dans l'humour, ça pourrait être assez dangereux. C'est pas mon style de dire ça, mais j'ai envie de dire attendez peut-être l'hiver prochain avant de faire des campagnes qui comportent des grosses blagues. Bon. J'ai envie de dire, inspirez-vous de ce que fait une agence qui s'appelle Buzzman, qui est l'agence qui s'occupe notamment de Burger King, où on est sur des choses qui sont mignonnes. Voilà, c'est de l'humour mignon, ça fait pas de mal. C'est ce qu'on appelle une violation bénigne de la norme en marketing. Donc c'est un humour qui est vraiment très léger, quoi. Donc ça passe, mais n'essayez pas d'aller trop loin. Soyez plutôt dans le wow et dans le réconfortant et dans le rassurant pour les semaines et les mois qui viennent. Bon conseil. Oui, pardon, je voulais juste ajouter quelque chose. On a une question d'Aurélie Filiger qui est sur le même sujet. Et en fait, elle demande aussi comment on peut rester compétitif à ces moments, vu qu'on va tous essayer d'être créatifs au maximum. Comment on peut garder cette compétitivité ? C'est une excellente question. Alors, pour tous ceux qui seraient tentés de communiquer sur du prix barré ou de casser leur prix, c'est la dernière chose à faire. Surtout, ne dégradez pas votre politique tarifaire. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est rajouter du service, rajouter de la qualité de service, rajouter du confort, rajouter du cocooning, rajouter de la gourmandise, rajouter du plus dans l'expérience. Je voudrais vous donner un exemple qui est issu de la crise qu'a vécu tout le secteur aérien en 2001, à l'issue de l'opération terroriste du 11 septembre. Toutes les compagnies aériennes du monde, sauf une, ont dégradé leur prix
très fort et pour pouvoir tenir cette dégradation, eh bien, ils ont dégradé leurs services. C'est-à-dire que les gens ont dû se mettre à payer pour pouvoir enregistrer des bagages, ils ont dû payer pour avoir une boisson à l'intérieur pendant le vol, voire même payer pour avoir un repas pendant le vol, alors que c'était des prestations qui étaient incluses dans le billet, dans le prix du billet auparavant. Il y en a une seule qui a fait le mouvement inverse, donc c'est Southwest, qui est une compagnie américaine, qui, au contraire, au lieu de donner une boisson, s'est mis à donner 2 boissons ou une boisson plus un chocolat. Ils ont proposé des upgrades entre la première classe entre la classe économique et la première classe à chaque fois qu'ils le pouvaient. Ils ont proposé des salons d'attente qui soient plus confortables. En fait, ils ont mis vraiment de la qualité de service partout où ils pouvaient, mais ils n'ont jamais dégradé leur politique tarifaire. Et c'est la seule compagnie qui est ressortie positivement et le plus rapidement par rapport à toutes les autres, parce que c'est celle qui avait finalement décidé de miser sur le fait de rassurer les gens qui avaient peur de voler, plutôt que d'essayer de les séduire avec du prix, ce qui est une politique suicidaire. C'est comme de se tirer une balle dans le pied, parce que vous aurez toujours à un moment ou à un autre un concurrent qui pourra annoncer un prix plus bas que vous. Alors que si vous élevez le niveau de jeu, comme on dit en tennis par exemple, eh bien c'est le meilleur moyen, 1, de tirer toute l'industrie vers le haut, et 2, de fidéliser vos clients. Je crois qu'en matière d'expérience touristique, pour les vacances, c'est l'un des rares budgets ou postes de dépenses pour lesquels un certain nombre de gens n'ont pas ou peu de limites, ou en tout cas sont prêts à payer pour se faire plaisir. Donc, ne dégradez pas l'expérience, mais augmentez-la. Ne dégradez pas les prix, mais soutenez-les. Oui, effectivement, information très intéressante et conseils très avisés. Christina, il y a une autre question. Oui, pensez-vous que les capacités d'hébergement seront suffisantes cet été dans les régions hors littoral, compte tenu du volume des vacanciers d'été? C'est une très bonne question et je suis tout à fait incompétente pour y répondre. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai pas du tout. D'abord, je connais pas la capacité d'hébergement des territoires de montagne, notamment. Et puis ensuite, je ne sais pas quelles sont les politiques qui seront appliquées. Est-ce que c'est, je sais pas moi, un hébergement sur 2 qui sera mis en location ou, vraiment, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis désolée. Bon. Vous en veux pas. Il y a une autre question. Pensez-vous que le positionnement éco-responsable, qui était un sujet de tendance, va rester une clé aussi après la crise Covid? Ah, c'est la question de Clément. Oui. Oui, c'était une tendance avant la crise et donc là, c'est une tendance qui va exploser post-crise parce que les gens ont eu beaucoup de temps pour réfléchir et réfléchir à leurs priorités pour leur vie et pour eux, pour leur famille et pour le monde dans lequel ils vivent. Et effectivement, c'est une tendance qui est extrêmement forte. Donc, bien sûr, un positionnement éco-responsable, mais ça va au-delà même. C'est-à-dire qu'on voit une explosion des demandes d'expériences touristiques où il s'agit d'aller aider son prochain, par exemple reconstruire à un endroit où il y aurait une catastrophe naturelle et où les hébergements auraient été détruits. Ça peut être replanter du corail, par exemple, dans des endroits où les massifs seraient abîmés. C'est en montagne, ça pourrait être participer à des nettoyages. Par exemple, de nos massifs post-saison hivernale. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont... cette tendance-là, elle était déjà là et en fait, elle va être de plus en plus forte. Après, attention, sur l'ensemble de ces éléments, il ne faudrait pas que ça devienne une forme de communication opportuniste de la part des destinations. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais communiqué là-dessus et que du jour au lendemain, vous en parlez, alors qu'il n'y a pas de fond
derrière, le greenwashing ne passera pas du tout. Il était déjà péniblement toléré avant, mais là, ça va vous revenir comme un boomerang en pleine face. Donc, il y a intérêt à ce que, en fait, vous valorisiez des actions que vous faisiez depuis de très nombreuses années, que vous valorisiez vos standards éco-responsables, mais certainement pas que ça devienne une communication d'opportunisme, finalement. Donc, voilà, faites attention à ça. Soyez bien équipés, bien outillés et ayez des actions réelles à mettre en avant plutôt que de jouer de la flûte, comme j'ai l'habitude de dire, autour de ce sujet-là, parce que les gens sont très, très, très sensibles et ils ont une forme de défiance par rapport aux marques qui communiquent sur ce sujet. Donc, voilà, méfiez-vous. Merci. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions? Déborah, ton micro est coupé. Pardon. On a une question de tout à l'heure. Donc, pardon. Alors, il y a une forte clientèle de groupes dans nos montagnes, associations, clubs, etc. Quel avenir pouvons-nous espérer pour cette clientèle? C'est une bonne question. Je crois que le gouvernement a autorisé la pratique des sports, des clubs, dès lors qu'elles ont lieu en extérieur et sur des groupes qui sont d'une dizaine de personnes maximum. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a à peu près tout dit. C'est toujours pareil. Si c'est des stages, par exemple les stages d'oxygénation en montagne pour une dizaine de personnes, si les activités peuvent être pratiquées à distance, si les repas peuvent être pris avec une certaine distance, si l'hébergement peut être assuré avec cette distance physique, oui, sinon, je pense que ça va être compliqué. Concrètement, les refuges, où tout le monde est les uns sur les autres, ça risque d'être compliqué en montagne. Ça dépend si on a justement moins de personnes qui sont acceptées. Mais après, ça pose une autre question, c'est-à-dire que se dire, OK, un refuge qui avait une capacité de 20 places prend finalement plus que, je vais dire 10 personnes ou 5 personnes. En fait, techniquement, c'est possible, mais c'est la question de la rentabilité. Et voilà. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, pour un certain nombre de prestataires ou de commerçants ou même d'hébergeurs, ça coûte moins cher de ne pas ouvrir que d'ouvrir. Donc, la réalité, c'est plutôt ça. Et pour ma part, c'est un peu ce qui m'inquiète. C'est-à-dire, est-ce que les socioprofessionnels vont réussir à ouvrir ou est-ce qu'on va avoir des territoires un peu morts? Parce qu'en fait, financièrement, ça leur coûtera plus cher d'ouvrir que de fermer. Question compliquée. Oui. Il y avait une double question aussi d'Ingrid qui demandait les sources pour le comportement d'achat qu'Armelle a donné tout à l'heure. Et puis, elle ajoute, pensez-vous que la responsabilité sociétale et environnementale est une option pour l'avenir de la politique du tourisme? Alors, il y a 82 sources, donc vous doutez que je ne les ai pas apprises toutes par cœur. Elles sont toutes citées à la fin de mon document sur 3 ou 4 pages, donc je vous invite à aller les regarder. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était... vous pouvez me la répéter, pardon? Oui, si la responsabilité sociétale et environnementale est une option pour l'avenir de la politique du tourisme. Non, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, au boulot tout le monde, c'est un sujet auquel les clientèles sont archi sensibles. Et notamment, ça c'est une expérience personnelle. Moi, j'avais été bluffée en 2016 sur mon 2e tour du monde de voir à l'étranger à quel point les clients étaient sensibles à la manière dont les collaborateurs étaient traités dans les hébergements notamment, et à quel point certains clients étaient prêts à boycotter des chaînes d'hôtels, par exemple, ou certaines destinations parce qu'ils savaient que leur fréquentation avait un impact qui était trop négatif sur l'environnement ou que
les collaborateurs étaient maltraités, donc pas suffisamment bien payés ou pas suffisamment bien hébergés, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir que de plus en plus les clients sont conscients de ça, choisissent leur destination en conscience de leur impact et quelque part veulent assumer aussi leurs responsabilités quand ils choisissent une destination. Donc ce n'est plus une option, c'est une obligation. Bon, réponse affirmative. Est-ce qu'on a une dernière question? Allez. Oui. Allez. Alors, ça, c'était concernant les visites virtuelles. Donc, la question est, pensez-vous qu'elles connaîtront toujours les mêmes succès après la fin du confinement et donc les besoins d'occuper les temps en intérieur, d'autant qu'avec le retour du beau temps, l'envie de se promener en extérieur après un enfermement plus long que d'habitude pourrait amener les clients à délaisser les ordinateurs? C'est une bonne question. Alors, je crois que on va avoir une courbe. Donc, on a une courbe là, vraiment augmentant, enfin, qui a beaucoup augmenté sur la consommation des écrans d'une manière générale. Je crois qu'effectivement, le premier mouvement, ça va être de lâcher nos écrans pour se voir physiquement et pour vivre le monde physiquement. Et puis, ça va remonter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quand même des habitudes qui ont été prises et vous savez qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude. Donc là, on a largement explosé ce temps de 21 jours, mais aussi parce qu'un certain nombre de personnes ont vraiment trouvé des richesses très fortes sur le web ou via le web et quelque part ont envie aussi de maintenir cette capacité à pouvoir découvrir le monde qui les entoure à longue distance sans avoir à se déplacer physiquement. Donc, c'était une tendance qui existait déjà avant la crise sanitaire, puisque moi, j'en parle depuis 2016, notamment ces visites de sites. Donc, en 2016, je ne savais pas ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc, voilà, je ne serais pas étonnée que ça continue. Mais très clairement, dans les quelques semaines qui viennent, ça va diminuer et ça reprendra, je pense, probablement à l'automne. D'accord. Eh bien, merci. Il va peut-être être le temps aussi de nous déconnecter, à moins qu'il y ait vraiment la toute dernière question de Guillaume qui dit « Nous entendons tout et son contraire sur la fermeture des frontières pour les mois à venir. Avez-vous de votre côté des informations sur ce sujet ?» Non, et je serais prête à payer très cher pour en avoir. Donc, je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous aider sur ce sujet-là. Bon, mais je pense qu'on va clôturer là. On va vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à l'invitation. Remercier tous les participants. Alors, de tous les massifs, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'avaient dit, mais il y a aussi le Massif central, il y a les Pyrénées, il y a peut-être des gens d'autres massifs, peut-être aux États-Unis, au Canada. Donc, on remercie tout le monde et on souhaite une bonne reprise des activités touristiques à tous les acteurs de tous les territoires. Et on vous remercie encore, Armelle, pour votre participation. Merci à vous. Et à tout le monde qui vous remercie. C'est une excellente saison d'été. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre via les réseaux sociaux notamment. Oui. Est-ce que vous voulez marquer vos réseaux sociaux sur la conversation? Je peux. Hop. Et voilà, c'est toujours partout la même chose sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, c'est @switchagency. Et voilà, donc vous avez maintenant toutes les possibilités pour poser vos questions à Armelle. Et on va vous souhaiter une bonne déconnexion, peut-être d'aller prendre l'air si vous avez la possibilité. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.